Eh bien, merci d'être toujours avec nous, parce que vous avez vu, c'est une journée qui est assez longue, une sorte de marathon, mais vous l'avez constaté aussi, une journée tout à fait passionnante. Et dans les sujets qui nous intéressent, nous, c'est-à-dire cette dimension finalement de la communication, de la capacité à ce que les messages atteignent leur cible, soient perçus comme ils doivent l'être, et en particulier, on l'a vu tout au long de la journée, pour une population, ce qu'on appelle le grand public. Vous me disiez, Monsieur Morand, en aparté, et je trouve ça intéressant, nous sommes aussi tous des citoyens, et cette dimension est à prendre en compte. On voit bien que la façon dont on va diffuser l'information va faire de ce citoyen soit un acteur ou soit quelqu'un qui peut-être va subir un ensemble d'informations qui lui sont données. Et il y a un moment très très important, d'après ce que j'ai compris, c'est ce fameux premier message juste après, alors c'est l'accident peut-être ou c'est l'incident, si c'est une situation qui n'est pas totalement catastrophique. Et c'est ce que je voudrais qu'on évoque aujourd'hui avec nos invités. Alors, on a avec nous M. Joseph Douvinet. Merci, monsieur, d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'Université d'Avignon, UFR, sciences humaines et sociales, UMR, études des structures, des processus d'adaptation et des changements de l'espace. Je le fais un petit peu exprès parce qu'on a pendant toute la journée, on s'est amusé avec les acronymes qui sont certainement en termes de communication, madame, vous nous le direz, une petite peste finalement, parce qu'on les considère comme tellement évidents alors qu'ils ne le sont pas. À côté de vous, monsieur Emmanuel Hervé, merci madame, vous êtes directrice de EH Consulting, communication sensible et de crise, et donc si j'ai bien compris, vous accompagnez les entreprises et vous nous direz qu'il y a effectivement un travail pour rendre ce message acceptable par l'ensemble des publics. Jean-Marie Lécluse, merci monsieur d'être avec nous. Vous êtes responsable du S3 pays de l'Artois. Tout le monde sait ce que c'est. Vous nous en direz, vous avez vu, hein, vous nous en direz un tout petit mot quand même. Et puis Ludovic Morand, monsieur, vous êtes sapeur-pompier professionnel. Alors on a parlé de Visov. Je vais commencer par vous, préciser peut-être, parce que quelqu'un m'a parlé de Visov. Qu'est-ce que c'est que Visov ? Alors, Visov, c'est une association de citoyens bénévoles qui fait de la veille de réseaux sociaux, donc on appelle les médias sociaux en gestion d'urgence, et qui va venir, je dirais, un peu veiller la toile des réseaux pour remonter les informations aux autorités ou aux services gestionnaires de crise. Ça peut être sapeurs-pompiers, conseils départementaux, syndicats de rivière. Voilà. Un acronyme de plus. Voilà. Et on va évoquer quelque chose aussi qui est beaucoup revenu dans la journée, qui est celle, alors paraît-il, on ne dit plus réseaux sociaux, mais on dit médias sociaux. On va pinailler. D'accord, mais enfin, hein, le vocabulaire est important. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on travaille en deux temps, à peut-être se réinterroger ou repartager un peu comment le processus se met en place à partir du moment où on constate un incident et un accident, comment on va aller vers ce premier message. Et puis en un deuxième temps, on va se demander comment effectivement on peut le rendre plus adapté, plus pertinent, plus capable d'atteindre sa cible dans des situations où on va renforcer le sentiment de sécurité et on va rendre effectivement l'ensemble des acteurs totalement opérationnels. Donc je vais me tourner vers vous, Jean-Marie. Vous avez à côté de vous ce qu'on appelle un Pavlov, là, etc. Donc appuyez dessus parce que ça va mettre en place le petit PowerPoint. Continuez que vous allez nous présenter. Voilà. Alors, je vous écoute, 5 minutes. Merci Claude. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, donc, je suis responsable du S3 pays de l'Artois. L'Artois situé, pour ceux qui ne connaissent pas trop leur géographie, dans les Hauts-de-France. J'ai préalablement eu une carrière dans le domaine des installations classées. J'ai sévi pendant un certain nombre d'années dans le domaine des risques industriels. Donc ne me renvoyez pas si j'ai quelques effets, on va dire, irréversibles ou graves. Non, mais je vous en prie. Voilà. Simplement, donc, mais les spécialistes des risques comprendront. Quelques mots, parce qu'au cours de cette matinée et cette journée, donc, on a parlé des S3 pays et on les a pris pour des organismes à caractère réglementaire. Je tiens à préciser, en quelques mots et rapidement, que les S3 pays, en fait, ce sont des structures associatives composées de 4 collèges, l'État, les collectivités territoriales, les industriels et les associations de protection de l'environnement. Ce ne sont pas des structures à caractère réglementaire. Elles travaillent, leur ADN, c'est grosso modo de compenser le caractère serial killer que peuvent avoir les activités humaines sur l'environnement. Et ces S3PI travaillent autour de 4 piliers. Le pilier de la prévention des risques technologiques, le pilier de la prévention des pollutions et des nuisances, travaille sur la concertation
pour l'implantation de projets pouvant faire débat auprès des populations riveraines. Et enfin, depuis quelque temps, les S3PI travaillent à la promotion de l'économie, Voilà. de la transition écologique. Voilà. C'est fait. Maintenant, Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. j'y viens. Allez, Donc, vous changez de slide. Je sens deux slides. Alors, effectivement, pour en revenir au débat qui nous intéresse aujourd'hui, et pour fixer quelques éléments de contexte, on peut dire d'abord que la réglementation nourrie, on va dire riche, qui s'enrichit d'ailleurs au fil des accidents, conduit les industriels à avoir une véritable culture de sécurité. Cette culture de sécurité, elle s'exprime en termes de prévention des risques. Je ne vais pas rappeler tout ce qu'on a dit aujourd'hui, les études de danger, la réduction du risque à la source, les PPRT, le système de gestion de la sécurité des industriels qui leur confère vraiment une organisation en termes de prévention des risques. Ces mêmes industriels travaillent sur l'anticipation des accidents à travers les plans d'opération interne, mais travaillent également avec les services des préfets sur la prévention, sur les plans particuliers d'intervention. Enfin, pour améliorer l'information des populations, ils travaillent à la concertation à travers des structures qu'on appelle les commissions de suivi de site, mais aussi on développe des campagnes quinquennales. Ça, on a fixé globalement le contour. Alors, on l'a dit aussi aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas. On le sait bien tous, et malgré toute cette préparation, arrivent des accidents. Et donc, quand arrive un accident, un industriel s'organise un peu en ordre militaire. Il a une organisation, il décline un plan d'alerte, et dans les plans d'opération interne, ce plan d'alerte comprend, on va dire, trois grandes étapes. Une première étape qui est une levée de doute. Il est clair qu'une première équipe d'intervention va voir sur place ce qui se passe, le sinistre étant déclaré, on regarde si effectivement il y a quelque chose à faire pour le maîtriser. S'il n'est pas maîtrisable, le POI, le plan d'opération interne, est déclenché. Et là, ça déclenche une situation de communication. C'est ça qui m'intéresse. Alors voilà, attendez, j'y viens. Je déroule le processus et après je viendrai aux situations de communication. Et donc, ce POI est déclenché. Des équipes dédiées à la gestion du sinistre dans l'entreprise se mettent en batterie, on va dire, comme des militaires. Chacun a son rôle, dans laquelle on va trouver une cellule de communication, et j'y reviendrai après. Et il y a un directeur des opérations internes qui est nommé, qui coordonne la gestion du sinistre dans l'entreprise. Et enfin, si ce directeur des opérations internes voit que le sinistre va se transformer en accident, c'est-à-dire avoir des effets à l'extérieur de son site, sur les populations riveraines, il va alerter le préfet, qui lui va déclencher ce qu'on appelle le plan particulier d'intervention, ou PPI hors sec. Et là, se met en route, on va dire, donc l'organisation de l'État. Alors, c'est justement au travers du POI et du PPI qu'on va retrouver les premiers éléments de communication et les premiers messages d'alerte. Alors, on a globalement, au niveau du POI, du plan d'opération interne, une cellule de communication qui se met en ordre de marche autour du directeur des opérations internes et qui, là, va établir un certain nombre de messages. Ces messages sont d'ailleurs préétablis, ont été, on va dire, préanticipés dans l'élaboration du POI. Et cette équipe, cette cellule, on va dire, de communication prépare ces messages. Et ces messages sont dédiés aux parties prenantes identifiées dans le POI. Alors, on retrouve les salariés d'entreprise, les entreprises voisines, l'État, on a parlé tout à l'heure du préfet, on a parlé des DRAEAL, on a parlé de la direction départementale du travail, on retrouve les élus, quand c'est bien fait, et certains médias. Ça, c'est la partie, on va dire, la première étape, et cette étape est cruciale, puisque là, on est au démarrage du sinistre. Ensuite, arrive en quelque sorte le PPI, on est en phase d'accident, et là, le préfet lui-même va déclencher sa cellule de communication, qui est une cellule prévue également dans le PPI, et l'information des riverains, pour leur protection, se fait souvent deux ordres. Le déclenchement des sirènes PPI, donc, et ça présuppose que les gens ont les bons réflexes et savent ce qu'ils doivent faire en cas de déclenchement de la sirène. Et le deuxième type de communication que le préfet organise, c'est une communication à travers les radios, où là, il diffuse les bons comportements aux populations. Donc ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. OK, alors dernier point, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas?
Alors, là, j'y viens. Alors, effectivement, dans le cadre de l'accident de Lubrizol, on a constaté 3 grandes catégories de problématiques qui se posaient. D'abord, on voit bien que cette communication est une communication à caractère vertical. Et verticale, vous dites descendante. Descendante, verticale, elle passe elle est en quelque sorte plutôt descendante, ou j'allais dire montante, moi, dans le sens où il n'y a pas d'interaction suffisante avec les parties prenantes. Par exemple, on a tendance, dans cette situation de crise, à oublier, par exemple, les élus, les élus qui pourraient relayer, on va dire, des informations riverains. De plus, on voit bien que l'information aux populations arrive plutôt au niveau du préfet, alors qu'elle pourrait arriver bien avant. D'accord. Même si j'ai vu ici qu'il y avait des exemples où on associait plus rapidement les populations. Ensuite, on voit aussi qu'avec Lubrizol, il y a eu une absence de prise en compte de ce que vous avez appelé, ce qu'on appelle aujourd'hui les médias sociaux. Aujourd'hui, on voit qu'on peut très vite avoir un tweet qui arrive, on va dire, 5 à 10 minutes après l'accident, dès lors qu'il est visible. Et là, peut arriver toute une communication qui est non maîtrisée. Et Donc, à travers un problème de réactivité, en fait. C'est ça, problème de réactivité. Et on a une communication qui est non maîtrisée, et voire même non surveillée par les exploitants industriels et autres. Et enfin, qui dit alerte, sirène, qui dit, on va dire, campagne quinquennale d'information, présuppose que les gens ont bien compris ce qu'ils devaient faire en cas de crise. Et là, on s'aperçoit que, notamment avec Lubrizol, qu'il y a quand même encore, toujours sur le terrain, une faible culture de risque dans les populations. Et ça pose un problème. Il y a même, on peut dire, une sorte de défiance et de manque de confiance vis-à-vis des sites Seveso. Voilà sur quoi on pourrait ensemble débattre. Quelles sont les solutions qui sont d'ores et déjà apportées par le gouvernement à ces questions, mais aussi peut-être quelles solutions on pourrait imaginer pour renforcer, on va dire, ces faiblesses. On va en parler alors, justement. Sur le dernier point que vous venez d'évoquer, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je ne voudrais pas qu'on y revienne trop, c'est-à-dire que cette notion de connaissance, de culture, etc., d'acculturation du risque, ça c'est un sujet clé sur lequel il va fondamentalement falloir travailler. Mais j'ai envie de vous dire, faisons avec ce qu'on a aujourd'hui, ici et maintenant. On a effectivement une faible culture du risque, on a des temps de réaction qui sont un peu longs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, premier point, je voudrais savoir si Ludovic, vous partagez, j'imagine vous partagez globalement le point de vue évoqué par Jean-Marie, mais si vous aviez un point sur lequel vous aimeriez nous aider à mieux comprendre ce qui fait problème, vous parleriez de quoi, vous? Je vais être forcément d'accord sur le délai. On s'aperçoit lors des derniers événements qu'il a pu se passer en France, vous prenez Lubrizol, mais il y en a d'autres. Le délai entre l'événement et la communication officielle, je dirais étatique, est des fois très long. Et effectivement, dans ce temps-là, les médias sociaux y vivent. Et il se passe des choses. Il y a des citoyens qui communiquent, il y a des services partenaires qui communiquent, peut-être des fois des entreprises même qui communiquent. Et ce message-là, est-ce qu'il est vraiment pris en compte? Est-ce que les informations qui circulent, la première demi-heure, la première 3/4 de fois, la première heure, est-ce qu'il est pris en compte par les autorités? La question se pose. D'accord, il faut faire avec donc finalement. Il faut faire avec. Maintenant, on en parlait en aparté, on parle d'acculturation quand même des entreprises, mais il faut aussi parler citoyens. Combien de fois, en France, avons-nous joué un exercice de sécurité civile où on a fait réellement jouer le citoyen sur des plateformes de médias sociaux en réel? D'accord. Vous évoquez plutôt, on est logiquement dans des logiques d'un peu de simulation un peu abstraites. Tout à fait. Et on ne met pas les gens en situation. Actuellement, on ne fait pas jouer les citoyens sur comment ils réagiraient en vrai quand il se passe un événement. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on parle souvent que les acteurs doivent se connaître. Donc dans les temps, je dirais, les temps calmes, on fait du réseau, on apprend à se connaître, on fait des exercices. Bon. Et en temps de crise, comme ça, tout le monde se connaît. Actuellement, il y a un turnover qui fait qu'au niveau des autorités, au niveau de certaines entreprises, tous les 2 ans et demi, ces gens-là changent. Et du coup, on ne se connaît plus ou moins. D'accord. Vous me disiez d'ailleurs que les préfets changent tous les 2 ou 3 ans. Hein. Un préfet, en moyenne, voilà, c'est 2-3 ans. Allez, 3 ans, des fois 4 max. Mais donc, du coup, tous ces réseaux de connaissances qu'il y a, forcément, ça change. Voilà. D'accord. D'où d'ailleurs, on l'a évoqué, vous l'avez entendu dans la table ronde précédente, peut-être la capacité à se dire qui pourrait être l'animateur et le coordonnateur de ce réseau. Alors, ils en tiennent compte, les entreprises, les médias sociaux, Madame Hervé?
Alors, avant de tenir compte des médias sociaux, l'idée, ce serait quand même d'être en capacité de donner ce message POI de première communication, parce que souvent, même en PPI, parfois on attend 4 jours pour le premier message de l'industriel. Qui aiment bien, enfin en fonction évidemment des cultures d'industrie. Vous avez vu, on peut peut-être comparer, pour parler de ce point-là, Lubrizol et OVH. Vous avez vu à quel point Octave Klaba a pris la main sur la communication de crise suite à son incendie, et Lubrizol, on ne les a pas entendus. Donc il y a vraiment des différences d'approche en fait, par rapport à la situation de crise et d'état de préparation. Donc on a tous les écueils habituels on n'a rien à dire parce qu'on ne sait pas encore quelle est la cause du sinistre, ou les avocats ont pris la main sur la cellule de crise et du coup c'est silence à tous les étages, ou alors la partie assez facile de dire on est en PPI donc c'est au préfet de parler, ce qui est évidemment pas du tout souhaité ni souhaitable ni par le préfet ni pour protéger la réputation de l'industriel en question en fait. C'est pourtant le réflexe un peu, non? C'est souvent le réflexe. C'est Un double souvent le parapluie. réflexe, surtout sur les entreprises. Alors là, je pense qu'il faudrait distinguer l'entreprise qui est en B2B versus celle qui est en B2C. Donc business to business, business to consumer, si on arrête avec les acronymes. Donc un Lubrizol, je sais pas, Arkema, ce sont des gens qui n'ont pas de marque dans les rayons des magasins, contrairement à un Total ou à un L'Oréal. Et donc, l'attention qui va être portée à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et à ce qui se dit en communication, le prisme est très différent, les habitudes sont très différentes, et donc la proactivité va être entre eux très faible et excellente, en fait. Et je pense que ça fait une différence majeure. Après, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, la logique voudrait, si on prend des exemples étrangers, si vous vous souvenez peut-être des 2 grandes explosions de BASF en Allemagne, qui ont eu lieu la même journée, les tweets émanant des différentes autorités de l'État et de BASF ont été tous alignés, c'était la même com, c'était au même moment, ça disait la même chose. Et ça, c'est nickel, en fait. Voilà, pour rassurer le riverain, pour rassurer le citoyen, si tout le monde dit la même chose, c'est quand même la base, quoi. Voilà, ce qui n'était pas tout à fait le cas chez Lubrizol. Monsieur Douvinet, vous, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur ce qui peut effectivement... alors j'ai déjà d'ailleurs une première question, je ne sais pas si je peux peut-être vous la faire passer, c'est on me dit la communication n'est-elle pas à distinguer de la notion d'alerte? Parce que par exemple, Jean-Marie l'a évoqué, il y a une alerte, je crois que c'est vous en plus qui me disiez, 2200 communes équipées en sirène, hein? Sur combien concernés par les risques à peu près? Ouais, sur plus de 20 000 où il y a un risque ou une partie du territoire qui est existant. Alors, juste sur la question que vous venez de poser, en fait, pour moi, le message d'alerte, c'est le premier message en communication de crise. C'est-à-dire qu'il faut alerter la population pour au moins l'informer, quitte à accepter ou assumer une part d'incertitude au début de l'événement. Juste par rapport à ce qui a été dit avant, je pense qu'il y a 2 points moi, qui me chagrinent un peu depuis le début de la matinée. C'est qu'on parle de bons réflexes. Le fait de dire qu'il y a des bons réflexes ou des bons comportements, je trouve qu'il y a un jugement de valeur. C'est quoi un bon comportement? Le comportement, il est approprié à la situation que les personnes comprennent. Et ça, c'est un point important, c'est que depuis ce matin, on a beaucoup d'experts qui ont des procédures, qui ont des outils qui marchent, et il n'y a aucun problème avec ça. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faut se dire, le citoyen qui vit dans un territoire qui est exposé à un risque en cours n'a pas du tout la même compréhension de l'événement. Et ça, on entend même sur la faiblesse du dispositif actuel, il y a un faible niveau de culture du risque. Moi, je pense que ce n'est pas la question. Comment vous pouvez dire qu'il y a un faible niveau de culture du risque? Il faut avoir l'évaluation, il faut savoir ce que c'est derrière. Donc il y a une question d'indicateur, mais il y a aussi, c'est quoi la faible culture du risque? Donc là-dessus, nous, on travaille en tant que géographe, mais aussi avec Karine Weiss, qui était l'intervenante de ce matin. On fait appel à beaucoup de disciplines. L'idée, c'est de se dire, on va d'abord déjà essayer de voir ce que pensent les personnes qu'on interroge quand on leur dit qu'il y a un risque industriel, technologique, naturel dans leur zone, dans leur territoire. Quels sont les mots qui leur font peur? Qu'est-ce que ça symbolise? Et de fait, déjà, je rappelle quand même que le risque a une connotation négative pour les individus. Pour nous, il faut mettre en place les moyens de réduire le plus vite possible les dommages, etc. Enfin, pour nous, si je m'inclus dans les autorités, ce qui n'est pas le cas. Mais pour une personne ou un citoyen, il ne faut pas parler du risque au quotidien, même s'il faut l'intégrer dans un quotidien. Il faut trouver les moyens de l'intégrer, mais le risque a une connotation négative.
émotionnel, se dire que on habite dans une maison où il peut y avoir 2 mètres d'eau lors d'une inondation, c'est pas non plus très réjouissant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, si je reviens sur le sujet de la table ronde, le premier message après un accident, pour nous, en fait, on essaie de travailler sur 5 questions qui sont très simples. Quand envoyer le premier message? À quel moment? Tout de suite, le plus rapidement? Est-ce qu'on attend une demi-heure, 1 heure, 3 heures après le début d'un incendie? Ou, et ça c'est une question importante, à quelle échelle? Alors pour nous, on est géographe, on travaille sur les échelles et pas sur les capitales, etc. Mais pour nous, c'est quelle est la zone d'alerte? Le bassin d'alerte, c'est une vaste question. Il y a la zone du risque, mais les personnes viennent travailler ou repartent, elles y vivent ou pas. On parle de bassin de vie, de territoire, etc. Donc la première question, c'est quand? D'accord? À quel moment? La deuxième, c'est où? La troisième, c'est qu'est-ce qu'on met dans le message? Pour dire quoi? Et donc nous, on essaie de mettre en place, comme on disait tout à l'heure, des exercices avec la population où on mesure la réceptabilité de messages provenant de différents canaux. La sirène, je reviendrai dessus, mais il y a aussi des haut-parleurs connectés aujourd'hui, il y a des automates d'appel qui permettent de recevoir des messages SMS, etc. etc. Donc ça répond à la question comment, quel est l'outil, mais surtout après, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'outil? Qu'est-ce qu'on met dans un message SMS? Donc c'est bien de la communication de crise, puisque là, on sait qu'il y a un certain nombre d'enseignements. J'entendais depuis ce matin, il faut, quand on dit à la population, ne pas aller chercher ses enfants à l'école. En fait, on se trompe complètement de phrase. Si la phrase était « les instituteurs s'occupent de vos enfants, soyez tranquilles, calmez-vous ». Ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, en communication de crise, il y a beaucoup de travaux qui montrent que la négation, ça induit chez une part de la population un sentiment qu'on nous cache quelque chose. Et ça, c'est quand même assez problématique. Donc, il faut toujours rester positif. Donc, comment, pourquoi faire, d'accord? Et le dernier point, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que sur les sirènes, il y a quand même beaucoup de travaux qui montrent que le signal des sirènes n'est pas compris par une bonne partie de la population. Et puis, elles ne sont pas localisées partout, ce que vous aviez dit tout à l'heure. Donc, le futur réseau SAIP, Système d'alerte et d'information à la population, va permettre de couvrir 7% des communes en France, ce qui est quand même très faible, 2200 communes, avec 5500 sirènes. Alors, je ne parle pas des sirènes PPI, des sirènes qui existent aussi sur les casernes, les cornes de brume sur les barrages, parce que là, sinon, on rajoute de la complexité. Il y a aussi des automates d'appel qui existent, donc sur certaines communes, des intercommunalités, etc. Et aujourd'hui, le constat, pour moi, il est très clair, c'est qu'il y a un empilement de technologies qui ne sont pas forcément très comprises par les individus. Il n'y a aucune coordination. En sachant, et dernier point, j'arrête parce que sinon je ne vais pas prendre trop de temps, il y a une plateforme nationale qui va arriver l'année prochaine qui s'appelle FR Alert et qui va permettre la diffusion cellulaire, l'envoi de messages localisés selon la cinétique de l'événement, etc. Et donc ça va rajouter un outil en plus et donc le citoyen, au bout d'un moment, ne comprend plus ce qui se passe, surtout que si je prends un exemple, mais je m'arrête, si un citoyen reçoit un message SMS, il entend la sirène, et que son voisin qui habite dans une commune à côté, qui n'a pas de sirène, pas d'automate, les gens parlent entre eux, et donc il y a une incompréhension qui se construit. Ok, alors peut-être que... non, vous avez quand même 30 secondes, parce que j'ai une question. Marc Sénan nous dit, donc à vous écouter, une information directe, claire, serait difficile à mettre en œuvre par crainte de la panique, une information qui tendrait à être transparente sur la situation et surtout l'incertitude restante à lever est redoutée également du fait de la perte de crédibilité, enfin d'ailleurs ça rejoint des éléments que vous évoquez vis-à-vis des décideurs, mais existe-t-il des cas réels qui confirment cette vision? C'est-à-dire est-ce qu'effectivement ce que vous dites est avéré? Parce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est en fait les ingrédients d'anticipation finalement qu'il faut mettre en place au moment de se dire qu'est-ce que je vais dire. Nous, ce n'est pas ce qu'il faudrait mettre en place, c'est ce qu'on observe, c'est la demande des populations qu'on entraîne. Et c'est la demande des populations. C'est-à-dire que ce n'est pas un cadre théorique, c'est ce que les personnes qu'on interroge veulent. Donc en fait, nous, on part de la position de l'individu. Après, il y a des différences entre ce qui est testé ou ce qui est diffusé dans la réalité, mais nous, l'idée, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que le premier message d'alerte, ça part tout de suite, mais ça veut dire qu'il y a un deuxième message qui doit arriver dans les 5, 10 minutes, 15 minutes. Et très souvent, on fait un premier message d'alerte, et après, une sorte de parapluie, on a fait l'alerte et on attend que le préfet s'exprime. Le préfet, il peut s'exprimer, mais ce n'est pas la question du préfet, de l'élu, etc. Pour moi, c'est qu'il faut s'exprimer le plus vite possible pour déjà donner une information. Ne serait-ce que dire, les autorités sont au courant, on va vous envoyer un deuxième message. Et ça, c'est les attentes des individus qu'on met en situation d'exercice. Donc, ce n'est pas de la théorie.
Alors peut-être aller vers vous, Madame Hervé, ça fait bien le lien, parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans l'entreprise? Parce que j'avais une question. Lors d'un PEI, dans l'hypothèse que vous évoquiez, Monsieur Lecus, ça se passe à l'intérieur de l'entreprise, il faut vérifier, avérer ce qui est en train de se passer. Même s'il y a des indicateurs, les élus n'ont pas le droit de communiquer. Là, moi, je vous ai parlé de ce que je rencontre au niveau du terrain. Donc, effectivement, de manière générale, les élus ne communiquent pas, ils ont l'information et ils attendent, on va dire, les ordres plutôt préfectoraux. Oui, mais plutôt, alors qu'en même temps, on entend, hein, indépendamment de ce que vous dites, si on s'appuie sur le ressenti et ce que les gens attendent, il ne faudrait pas attendre, quoi. Alors, comment ça se passe dans l'entreprise? Parce que c'est intéressant, j'aimerais bien que vous réagissiez à l'analyse Juste avant, je voudrais juste préciser ouais. un exemple que j'ai vraiment en tête sur la qualité et le contenu de ce qu'on dit. Est-ce qu'on doit être transparent au risque de faire peur, ou est-ce que, au contraire, donc en fait, est-ce qu'on ouvre le parapluie très large en disant par anticipation, ce qui pourrait arriver, c'est ça, 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 au risque que les gens paniquent un peu, ou au contraire, est-ce qu'on doit leur en dire le moins possible et au fur et à mesure des informations, commencer à leur dire que c'est plus grave que prévu. Donc là, je vais comparer, par exemple, Lubrizol à l'incendie du Grande America, qui a été géré par le préfet maritime Lauzier. Et Lauzier a choisi une interprétation de la doctrine totalement inverse à celle de Durand. Et donc, il a, lui, ouvert le parapluie extrêmement grand. Dès le début de cet incendie du porte-container, il a prévenu, il a fait une conférence de presse en disant, sans aucun filtre ou en essayant de minimiser rien du tout, quelles pouvaient être les conséquences donc, de toxicité et de marée noire sur toute la façade maritime atlantique. De quelque chose dont il ne maîtrisait pas forcément. Il n'avait aucune idée, ça faisait 2 heures. Donc il a simplement pris le biais, il a pris la décision d'ouvrir très grand, au risque de s'en prendre plein la figure, ce qui n'a pas manqué d'arriver, mais il a tout géré derrière. C'est-à-dire qu'évidemment, les préfets du front maritime se sont tous mis en ordre de bataille, tous les élus lui sont tombés sur le poil, les députés, etc., les ONG et autres, et en fait, finalement, le bateau a coulé par le fond sur il n'y a pas eu de pollution, mais il en est sorti grandi. Sa crédibilité, sa légitimité et la légitimité de l'État, du coup, sur cette affaire en est sortie grandie. Et donc, c'est possible, en fait. C'est quoi le message que vous êtes en train de... Parce que là, j'ai une question, si j'ai bien compris. Parce que j'ai une question, n'est-il pas temps d'assumer le fait les acteurs de la sécurité, on ne sait pas toujours ce qui se passe, mais qu'on communique pour combler le vide. C'est un peu ça que vous... Ah non, pas du tout. Ils ne communiquent pas du tout pour combler le vide. Ils communiquent en anticipation sur une possibilité d'un risque. Donc en fait, au lieu d'attendre que le risque soit avéré, il prévient les gens du risque possible, ce qui est une posture très courageuse, mais ce qui est d'une certaine manière la seule posture possible. Donc là, ça c'est les autorités de l'État. Pour ce qui est de l'industriel. Alors venons à l'entreprise, je vous laisse réagir, on ira vers vous après. Alors du coup, c'était quoi la question sur l'entreprise? C'est comment en fait l'entreprise, si qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça? Alors l'entreprise, le problème qu'elle a, c'est que si elle ne réagit pas extrêmement rapidement dans sa communication pour dire, on est au courant, donc c'est nous. Et d'ailleurs, c'est le moment de donner son nom, parce que souvent, ça va être un site Céveso où il y a 3-4 industriels. Donc, laisser le flou sur savoir si c'est Shell, Total ou Exxon, il y a un moment, il faut quand même dire chez qui ça arrive, quoi. Donc, c'est dire, OK, on est au courant, et puis, évidemment, on ne sait rien de plus, et c'est souvent la difficulté, dire ce qu'on est en train de faire, et à minima, dire qu'on est en train de collaborer avec les services de l'État et qu'on les remercie, by the way, et puis donner un message d'empathie, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez rien d'autre en magasin, j'ai envie de dire. Donc le message principal, c'est l'empathie, la transparence, donc démontrer de la transparence et parler de vos actions en cours. Le problème, c'est que si ce message-là n'est pas incarné et fait assez tôt, après, il n'y a plus de place. Parce que, comme vous avez remarqué, tout le monde parle. Le préfet va tweeter, le maire va tweeter, tous les journalistes vont s'en emparer, ils vont faire du micro-trottoir du monsieur qui a eu très peur parce que ça a fait boum, ils vont interviewer les syndicats, et la prise de parole de l'industriel, de toute façon, si on attend 4 heures, elle n'est plus audible. Vous êtes en train de nous dire, pardon, je vais être un peu provocateur, vous êtes en train de nous dire, on n'a pas grand-chose à dire, mais il faut parler. Parce qu'en fait, vous dites, on n'a pas grand-chose à dire au sens où... On n'a pas d'informations précises à donner sur ce qui est en train de se passer. Ce qu'on ne sait pas, c'est la cause, la plupart du temps, sauf s'il y a une météorite qui est tombée.
ce qui est rare, ou la foudre, mais ce qu'on ne sait pas, c'est la cause. Et ce qu'on ne sait pas, a priori, puisqu'on est dans les premières heures, c'est quand est-ce que ça va être terminé. Mais en revanche, on sait dire plein d'autres choses. Et ce n'est pas pour combler un vide du tout. C'est pour montrer et démontrer que l'industriel est dans une posture de responsabilité, tout de suite, proactive, parce qu'évidemment, ce qui se passe, c'est que plus on attend, plus les gens, vous le disiez sur le côté négatif, ne faites pas ceci ou ne faites pas cela, plus les gens vont penser qu'on leur ment, qu'on leur a planqué des trucs, qu'on ne parle que parce qu'on est obligé, etc. Oui, c'est ça. Et donc, et il est aussi très intéressant de parler très tôt pour aligner ce que vous dites avec les autorités. Parce que si vous parlez très loin des autorités, soit beaucoup plus tard, soit avec tout à fait d'autres messages, on va penser que vous êtes en défaut par rapport à elles. Et que la réaction ou la raison pour laquelle votre objectif de communication n'est qu'un objectif de défense juridique. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut essayer d'éviter. Une réaction par rapport à ce qui est en train de se dire, et puis peut-être qu'on viendra à peut-être la question des réseaux sociaux et de effectivement comment on va gérer ça, parce que c'est dans la continuité. Comme on disait, en fait, on parle que de l'État. L'État communique. Mais il n'y a pas que l'État. Dans l'heure, je dirais, où on va attendre la communication de l'État, il y a d'autres services. Il y a les sapeurs-pompiers, il y a la police, il y a les gendarmes, il y a l'industriel, il y a des fois le maire qui va être sur place rapidement et qui va communiquer. Et en fait, quand on dit communiquer vite, communiquer rapidement, le citoyen, il attend juste, je dirais, une communication qui, on est au courant qu'il se passe quelque chose. C'est ça le premier. C'est ça en fait le premier message. Dire, je suis au courant, mais je ne sais pas tout, c'est déjà communiquer. Le citoyen, dans un premier temps, premier 10 minutes, premier quart d'heure, il attend que ça. Il attend juste, il va avoir des interrogations, j'ai entendu un boom, qu'est-ce qui se passe, je ne suis pas au courant, je vais aller chercher les infos. Alors, si le maire, les pompiers, la police, les gendarmes, le préfet ne le donnent pas, il va aller le chercher autre part. Et il y a ce qu'on appelle les rumeurs, les fake news, les infox, et voilà. Et au bout d'un moment, on m'a dit que, il va noyer la toile. C'est pour ça qu'on dit dans les médias sociaux, il est important qu'il y ait, je dirais, une autorité ou un service gestionnaire de crise qui communique rapidement, de manière à ce qu'on sache, on identifie la cible de communication. On sait que c'est ce compte-là qui communique et je vais aller chercher l'information sur ce compte-là. Ça peut être, dans le cadre d'un événement technologique ou un événement majeur, peut-être l'entreprise qui va communiquer dans un peu de temps, ou les pompiers. Et puis, au bout d'une heure et demie, quand le préfet aura activé son centre opérationnel, qu'on sera dans le cadre d'un PPI, qu'il aura sa cellule communication ouverte, il reprendra la communication à son compte et il dira à l'ensemble des autres services, c'est moi maintenant qui communique. Et il le dira sur les réseaux sociaux. On a vu il n'y a pas longtemps un événement qui s'est passé dans le Val d'Oise sur un feu d'usine de traitement de métaux. Le communiqué de presse de la préfecture, il est arrivé dans l'heure. Les services avaient communiqué avant. Dans l'heure, on a le communiqué de presse qui est arrivé parce qu'il y avait un panache de fumée. On sait que ça va vite viraliser sur les réseaux sociaux. Ils avaient cette donnée en tête. Ils savaient que c'était une problématique qui est connue, qu'il faut communiquer vite, avec, des éléments de langage pour rassurer, et ils l'ont fait. Voilà. Après, quand on disait le quoi, quand, comment, où, qui on touche, parce qu'on voit beaucoup de communication des autorités sur Twitter. Allez, un exemple. Mais Twitter, c'est un public qui connaît. C'est des médias, c'est des politiques, c'est des gens avertis. Le citoyen, il est sur Facebook. Le citoyen lambda, il est sur Facebook. Et la communication, on le voit tous, des groupes fermés, tu sais que tu viens d'eux, tu habites d'eux. Voilà. Et on touche déjà une autre cible, et je vais aller encore plus loin, parce qu'on parlait de qui ? Notre jeunesse. Notre jeunesse, elle n'est pas sur Facebook, elle n'est pas sur Twitter. Elle est sur TikTok, elle est sur Instagram. Partout où les parents sont, les enfants n'y sont plus. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, les enfants étaient sur Facebook. Maintenant, les parents sont sur Facebook, donc les enfants sont partis autre part. Et cette cible-là, on la touche quand et comment ? Donc, j'entends, hein, je vais revenir vers vous parce que j'ai une question là. Il y a qu'est-ce qu'on dit, hein, ça reprend ce que vous évoquiez. Il y a sur quel canal on le dit, à destination de quelle cible. Une élue me dit le contenu des messages, alors ça va faire la transition, est très important. Il faut être très vigilant sur les mots employés. Et un vocabulaire concret est très important, dit-elle. Ne pas donner trop d'informations. C'est le maire de Fezin, c'est la maire de Fezin qui parle. À Fezin, notre service communication en cas d'accident ou d'exercice surveille les réseaux sociaux.
comment arriver à une communication, alors ça c'est le deuxième volet sur lequel je voulais venir, une communication cohérente et unique. Parce qu'au-delà de ce que vous dites, effectivement, même si je choisis mes canaux, et si vous allez sur une cible, que vous allez sur une autre cible, je prends un exemple, etc., comment on va fabriquer aussi de la cohérence sur la nature même du message? Donc je demande à Jenny de réagir, et puis je voudrais que chacun l'évoque de son point de vue. Parce que c'est ça aussi le deuxième enjeu. Oui, tout à fait. Merci pour les deux questions. Alors, dans un message, en fait, alors si on est bien sur le message d'alerte, parce qu'on a tendance à dériver sur la communication et l'information qu'on doit véhiculer au fil du temps, qui prend plusieurs heures, par exemple. Dans un message, de ce qu'on observe de la part des individus, j'insiste, parce que c'est pas des travaux théoriques. C'est ce que vous disent les gens avec qui vous travaillez. Ce que nous disent les personnes avec qui on travaille, c'est il faut absolument, entre guillemets, nous donner la nature du danger, la localisation et les consignes. Ça, c'est des choses qui existent depuis des années. Et ce qui est assez intéressant, et je rejoins la remarque de Ludovic Morand qui vient d'être faite, c'est que d'ailleurs, la population, en fonction de la nature de l'événement, s'attend à recevoir un message d'un émetteur différent de ce qu'on pourrait croire. Exemple, l'incendie, ils attendent classiquement les sapeurs-pompiers, ce qui paraît assez logique. En cas d'inondation, ils attendent les préfectures. En cas d'intrusion, oui, de manière générale, ils ne veulent pas voir le terme affiché dans les messages. Donc ça pose toute la question de comment on informe sur la nature d'une intrusion en cours, et ils s'attendent à ce que ce soit le chef d'établissement. Donc nous, on a fait notamment des simulations avec des étudiants, ils s'attendent à ce que ce soit le président d'université qui n'a pas la compétence de l'alerte, puisque c'est la mairie, etc. Donc vous voyez que ça pose des questions ensuite de responsabilité, et ça pose la même question pour des industriels, pour des directeurs de légitimité perçue. Donc ça pose la question de la légitimité perçue et également de l'émetteur et de la confiance dans l'émetteur, ce que disait Ludovic tout à l'heure. Le deuxième point, c'est un peu le deuxième point de votre question. En fait, pour avoir une communication unique, c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a différents acteurs, différents services, différents ministères. Ministère de l'Environnement pour les risques naturels, ministère de l'Intérieur pour les risques de menaces qui existent. Je vais rajouter le ministère de la Justice parce qu'il y a quand même les alertes enlèvement, qui sont aussi un cas d'alerte qui fonctionne avec un certain système qui a d'ailleurs plutôt un succès avec la plateforme Amber. Et donc nous, on milite depuis plusieurs années pour qu'il y ait une plateforme multicanale, donc envoyer un message d'alerte sur différents canaux pour toucher un maximum de personnes, ce qui est mis en place dans d'autres pays depuis une quinzaine d'années, les États-Unis, le Japon, la Belgique, la Roumanie, pour donner des exemples différents. D'accord ? Et ce n'est pas qu'une question de coût, c'est une question de philosophie. Ça, j'insiste là-dessus. Donc, une plateforme multicanale et puis surtout multiservice. D'accord ? Il faut de la coordination entre différents acteurs, différents ministères. Il y a un moment donné, la vraie question se pose, est-ce qu'il ne faut pas créer une entité spécifique sur l'alerte à la population? Alors maintenant, dans votre question, alors peut-être que je vous donne la parole, mais dans votre question, il y a un petit paradoxe pour le néophyte que je suis. En fait, il y a des gens légitimes, je reprends mon terme, pour communiquer selon le contexte et les circonstances, et en même temps, il faut faire un message unique. Oui, parce qu'en fait, il faut, en fonction de la nature de l'événement, il faut définir le message qu'on va envoyer depuis la même plateforme pour qu'elle soit bien identifiée par la population. Mais on peut avoir un émetteur qui est différent, mais c'est le même système qui fonctionne. D'accord ? Ça assure la coordination entre les acteurs. Aujourd'hui, en France, on a 3 acteurs, 3 entités qui sont autorisées à diffuser l'alerte à la population, si je prends le guide Orsec, le cadre réglementaire, le maire, le préfet et le ministère de l'Intérieur. C'est posé depuis un début d'après-midi la question de l'interco qui, pour l'instant, n'a pas la responsabilité de l'alerte. Ils font de l'information, alors on joue sur les mots. Ouais. Mais donc il y a ça. Après, moi, c'est la question que je pose aux acteurs qui sont compétents. Météo France fait de la vigilance ou de l'avertissement. Le CNALT, qui est le Centre national d'alerte tsunami, pourrait avoir la compétence d'alerter la population en cas de tsunami. Ils ne veulent pas. Donc il y a la vraie question de la responsabilité derrière. Okay. D'accord ? Vous vouliez intervenir, Emmanuel ? Oui, mais c'est une remarque lointaine maintenant. Donc, non, c'était par rapport à la surveillance des réseaux sociaux. Ouais. Cet élu qui dit qu'elle surveille les réseaux sociaux. L'industriel aussi surveille les réseaux sociaux. Je vais juste dire pourquoi, en fait. À quoi ça sert ? Parce qu'on peut surveiller, c'est bien, mais il se passe plein de trucs. On ne va pas répondre à chaque tweet qui dit une bêtise ou qui est complotiste ou qui raconte n'importe quoi. Donc, c'est pas ça. En fait, l'intérêt majeur, en tout cas pour la cellule de crise de l'industriel, de la surveillance, c'est de comprendre quelle est la perception de la crise à l'extérieur, parce que lui, il n'en sait rien. Et les autorités encore moins. D'ailleurs, les pompiers, mais les pompiers, c'est pas leur enjeu, donc c'est moins grave. Mais les gens, quand ils sont dans un prisme très technique,
parce qu'ils connaissent leur métier, parce qu'ils le connaissent d'ailleurs très bien, ils connaissent exactement leurs risques, ils savent où ils habitent. Et donc, s'ils regardent la perception qu'en a la population, ils vont, souvent ils le zappent, ça ne les intéresse pas plus que ça, et puis même s'ils le zappent pas, ils regardent et disent, tout ça c'est un tissu de bêtises, et basta. Et donc, ils ne le prennent pas en compte. Or, il est absolument fondamental, c'est une erreur, c'est ça, fondamental de prendre en compte la façon dont les gens racontent l'histoire à l'extérieur, parce qu'il va falloir redresser la barre. Si les gens, typiquement sur souvent chaque grand accident, on a cette espèce de soit une rumeur que c'était une attaque terroriste, soit une rumeur qu'il y avait des produits radioactifs, soit une rumeur, c'est des trucs assez classiques. Mais s'il y a un nuage de vapeur d'eau au-dessus d'une centrale nucléaire, les gens vont croire, ils vont commencer à prendre leur cachet d'iode. Tout ça se passe, mais il faut absolument que la perception de la crise arrive à la cellule de crise pour qu'elle en tienne compte dans ses messages. Ça, je pense que c'est absolument fondamental. Et c'est à ça que ça sert. Relativement important. Commentaire là-dessus, sur ce qui est en train de se dire, et puis Jean-Marie, réaction par rapport à ce qui est en train de se dire? Ouais, moi je dirais déjà, nous on ne surveille pas les réseaux sociaux, on les veille. Déjà, la connotation surveillance, c'est une connotation un peu négative pour la population. Ouais. Ensuite, juste pour, quand vous disiez les cellules de veille, les sapeurs-pompiers, la police, les gendarmes, ils ont énormément besoin de savoir ce qui se passe aussi en dehors. Parce que ce qui se passe, bien sûr, ça aide vachement d'avoir les images, de savoir exactement où on est. Mais la perception de la crise, ils en font moins quelque chose, quoi. Alors, les mœurs changent et évoluent quand même depuis quelques années, parce que maintenant, même une cellule de crise, que ce soit sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes, ils ont besoin d'avoir cette perception citoyenne pour adapter leur communication aussi dans un premier temps, avant que les autorités, enclenchent leur centre opérationnel et qui du coup reprennent la main. On le voit typiquement sur Notre-Dame, quand il y a eu le feu à Notre-Dame, il était très important pour les sapeurs-pompiers d'avoir la perception de l'état routier autour, pour savoir par où ils allaient faire acheminer leurs moyens en renfort. Ça, c'est pas une perception, il y a combien de voitures autour ? C'est une perception citoyenne, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, mais on ne parle pas de la même chose. Vous êtes sur la perception beaucoup plus globale. Voilà. Oui. Mais il est important pour nous, pour le citoyen en tout cas, quand il émet des choses sur les réseaux sociaux, de savoir que c'est pris en compte. Trop souvent, c'est pris en compte. Trop souvent. Oui, ce que vous disiez. Ce qu'on disait, on dit la même chose en fait, mais avec des mots différents. On ne cherche pas la même chose dans le mot perception. Mais trop souvent, les citoyens vont poster des photos, les citoyens vont mettre des informations et ont l'impression qu'elles ne sont pas prises en compte. Elles ne sont pas entendues, elles ne sont pas écoutées, elles ne sont pas lues, elles ne sont pas. Disent, et la perception qu'on en a. Et du coup, qu'est-ce qu'il en ressort ? C'est dans les cellules de crise, on nous écoute pas, on nous entend pas, ils savent pas ce qui se passe. Voilà. Le riverain, et c'est vrai, n'est jamais rarement pris en compte assez tôt, ça c'est certain. Allez, juste un petit commentaire. Oui, moi simplement pour fixer un peu les idées, et dans le domaine notamment des risques technologiques que je connais bien, moi ce qui m'importe, c'est, eu égard à la cinétique des phénomènes dangereux, c'est d'aller très vite dans le premier message vers les riverains qui sont concernés par les risques susceptibles de se produire. Et bien sûr, les rumeurs, pour moi, ça vient un peu après, en quelque sorte. Et mais là, il y a les deux aspects, on va dire. Il y a la protection rapide des riverains qui doit être vraiment assurée dans l'immédiateté. Est-ce que c'est ça l'important, d'avoir des morts, des blessés graves, etc. C'est une catastrophe. Et ça, c'est essentiel. Et ensuite, effectivement, c'est de travailler à la surveillance de ce qui se passe sur les réseaux pour, effectivement, tuer les rumeurs ou la désinformation qui peut être faite. Voilà. En même temps, j'entends, M. Devinet... C'est mon point de vue de néophyte. Non, mais c'est intéressant, c'est puisque vous êtes... ça dépend. Alors, ça dépend. En fait, si le message d'alerte est envoyé assez vite, oui, pas de souci. Justement, les rumeurs, fake news, etc., ça apparaît parce qu'il y a un vide d'information. Et c'est ce qui comble l'information. C'est-à-dire que si les autorités ne sont pas sur ce créneau-là, ça va partir très très vite. C'est la viralité des médias sociaux, etc. Donc ça, c'est la pour redresser une fausse information. Et souvent, le citoyen... Attends. Vous avez terminé ? Non, j'allais compléter. Voilà, laissez. Ça peut être de l'interaction aussi. Ça peut être de l'interaction. La deuxième chose, c'est d'ailleurs dans les mots, ça me fait penser à ça. Aujourd'hui, on parle de politique d'information. L'information, ça veut dire quoi ? L'information, elle est à sens unique. Ça veut dire qu'une entité, l'autorité souvent, informe. La communication, il y a un échange.
Aujourd'hui, on est quand même plutôt sur de l'information et pas de la communication. D'accord. Il n'y a pas un community manager, c'est ceux qui font de la veille sur les médias sociaux, dans tous les SDIS, dans toutes les préfectures, etc. Dans le milieu industriel, je ne pense pas que ce soit présent dans toutes les entreprises, même si ça s'est un peu plus démocratisé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, on l'a dit au tout début, avant, il y avait une certaine verticalité qui était acceptée, etc. Aujourd'hui, c'est de la transversalité. Il n'y a plus de structure pyramidale, entre guillemets, pour l'alerte. Donc il faut faire attention, ça va partir dans tous les sens, mais pour autant, il y a un outil qu'on a tous aujourd'hui, c'est le téléphone. Et c'est pour ça que l'un des enjeux, c'est plus les sirènes pour moi en France, c'est des messages d'alerte et d'information, il faut associer les deux, avec, on peut l'espérer pour l'année prochaine, voire plutôt 2023 maintenant, l'envoi de messages SMS en cas d'alerte. D'accord. Vous vouliez apporter un élément ? Je voulais juste apporter un élément sur la gestion de la rumeur ou des fausses nouvelles ou des fausses informations. Et on a vu à quel point Octave Klaba, en maîtrisant totalement sa communication de crise, puisqu'il était totalement indépendant des médias classiques, puisqu'il a tout fait lui-même, ses vidéos, ses tweets, YouTube, etc., il a su redresser à temps, par exemple, quand Blanquer l'a accusé d'avoir planté le système d'école à distance, quoi. Et ça, c'est des choses, si on avait dû attendre que les Échos ou Le Monde reprennent, je pense que là, la rumeur, elle aurait été bon train et plus personne ne lui aurait fait confiance ou n'aurait cru que c'était pas lui, en fait. Est-ce qu'on doit avoir un traitement particulier ? On l'avait un petit peu évoqué, je crois, avec vous en préparant, sur les médias. Là, on parle des médias sociaux. Mais on voit bien aujourd'hui les chaînes d'information en continu, n'importe qui. Moi, vous parliez des images, je vais prendre des images, tac, je les envoie à des chaînes de télé qu'on ne citera pas, et tout de suite, elles les reprennent comme étant des faits, d'ailleurs. Elles ne vérifient même pas l'information. Donc, est-ce que là aussi, ça peut être une question, une vigilance à avoir, un traitement particulier à traiter, où on peut considérer que si on a été réactif, rapide, dans l'information à destination des populations, parce que c'est bien de ça dont on parle, on a déjà fait l'essentiel du boulot. Il y a un moment, plus c'est grave, plus il va falloir prendre la parole tôt quand même. Si vous avez des victimes, vous n'allez pas pouvoir faire l'économie d'une prise de parole incarnée. Donc, au bout d'un moment, le communiqué de presse ou le tweet, ça ne suffira pas, quoi. Et y aller, évidemment, ça va être repris par les chaînes d'infos continues, mais ça va permettre d'avoir passé ce message d'empathie essentiel. Et ce qu'il faudrait éviter, c'est de ne pas parler quand vous êtes sollicité par ces télés. Et ça nécessite une organisation à l'intérieur de la société extrêmement bien rodée, parce que souvent les directeurs de sites qui sont au plus près des premiers journalistes, puisque les journalistes sont au portail, ils ont suivi les camions de pompiers, les directeurs de sites sont souvent soit pas habilités, soit pas entraînés, soit ont surtout autre chose à faire, et du coup cette première prise de parole, elle n'est pas donnée. Et elle est donnée beaucoup plus tard. Et évidemment, les chaînes d'infos continues meublent avec de l'image. Donc le feu, la fumée, et pour le coup, etc. pour reprendre ce que vous disiez, M. Devinet, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on ait un professionnel de la communication pour qu'à ce moment-là, effectivement, on puisse, j'allais dire, apporter l'information et la traiter de la manière en fonction avec cette cible que deviennent les médias. On peut avoir, je pense, des professionnels de la communication. Moi, je sais qu'il y a des représentants des médias dans certains COD, donc centre opérationnel départemental en cas de crise, justement pour assurer le transfert d'une bonne communication, entre guillemets, si je peux mettre le terme bon. Après, il y a des groupes de travail, justement, entre notamment scientifiques et journalistes, pour se mettre d'accord sur des mots, quel est le sens, quels sont les impacts, pour bien comprendre. Ce qui est bien, parce que ça va être de la médiation scientifique. Après, il y a encore ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un travail de formation des élus. Je pense que les journalistes aussi, parce que quand j'en vois un certain nombre qui, pour faire peut-être le buzz, se mettent les pieds dans l'eau en cas d'inondation avec une vitesse on dit que c'est dangereux pour les personnes, alors que les journalistes se mettent eux-mêmes dans une situation de danger. Moi, ça me dérange de les voir dans ces situations-là. Enfin, là, j'ai juste un point, c'est que l'accident industriel ou l'inondation, c'est de l'ordre du fait divers. Donc le journaliste qui vient, c'est pas parce que il y connaît quelque chose, c'est parce qu'il était le plus près. Donc c'est normal aussi qu'il ait un peu de mal avec des mots un peu techniques ou ce qu'on lui explique, d'où la nécessité pour l'industriel d'être en capacité d'être extrêmement pédagogue et de vulgariser les choses, de vulgariser son métier. Mais vous parliez de professionnels de la communication en communication de crise à chaud. J'ai une question là. Est-ce que finalement, c'est pas une affaire de pro ?
Alors, c'est absolument une affaire de pro, sauf que la parole ne doit pas être portée par un DIRCOM. Ça, c'est une catastrophe, en fait, en cas de crise. Donc, le DIRCOM, il est derrière, il a préparé le patron de site ou le directeur industriel ou le directeur QHSE, il a vérifié les messages, il l'a un peu médiatriné et il l'envoie. Et les gens sont formés. Mais la personne qui parle, alors que ça crame derrière, c'est surtout pas le DIRCOM. Ça, C'est la personne qui est légitime. C'est la personne légitime et crédible, donc c'est le directeur du site. Mais je pense que justement, il faut former aussi les journalistes à ces notions-là, parce que c'est une chose importante. Après, pourquoi on parle de catastrophe pour Lubrizol ? Concrètement, depuis ce matin, on a dit que les acteurs opérationnels ont bien géré, je pense que ça a été le cas, le personnel a bien réagi, etc., localement, sur site, il y a 0 mort. C'est une catastrophe pour la population. Pourquoi ? En partie, je pense, parce qu'à un moment donné, dans la communication de crise, il y a eu un petit couac de communication. Quand on dit qu'il n'y a pas de risque de toxicité aiguë, ce n'est pas compris pour une partie de la population. Et on a pris un terme technique qui, pour moi, n'a pas parlé à beaucoup de personnes. Et ça a été pris dans le mauvais sens. Il n'y a pas de risque de toxicité aiguë. Attendez, ça veut dire qu'il y a un risque de toxicité moyen. Et c'est des enquêtes, donc je mais base ça, c'est pas sur les journalistes, c'est le préfet qui l'a dit tout seul. Je ne dis pas qui l'a dit, je pose juste, et je pense que la catastrophe de Lubrizol vient en partie de l'impact que ça a eu sur la population. Pardon, j'ai une question, parce que vous vouliez évoquer, alors je ne sais pas si c'est du même ordre, parce que je ne suis pas un spécialiste, j'ai une question qui dit, concernant le cell broadcast, parce qu'on en a parlé ce matin, qui sera l'émetteur de l'alerte ? Alors peut-être nous redire, parce que ça a été évoqué par le représentant, il me semble, du ministère de l'Intérieur. C'est quoi ? De quoi on parle d'abord ? Alors le cell broadcast, ce qu'il faut savoir, juste un petit rappel historique, c'est que c'est des entreprises françaises, ça fait 20 ans que ça existe, on vend cette technologie à l'étranger, mais ce n'est pas encore en place en France, première chose. La deuxième, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur qui va piloter une plateforme qui s'appelle FR Alert, France Alert, qui est un standard européen qui est... c'est un décret sur les télécommunications qui est imposé à tous les États membres depuis fin 2018 pour juin 2022, en espérant ne perdre personne. Donc il y a 36 mois pour se mettre en conformité par rapport à ce nouveau décret. Donc le ministre de l'Intérieur l'a annoncé le 24 septembre 2020. La France va, et c'est une innovation à l'échelle internationale, il y aura 2 technologies utilisées, le cell broadcast ou la diffusion cellulaire et le SMS géolocalisé, qui sont 2 technologies différentes. Pour tout le monde, ça consiste à la même chose, c'est qu'on va recevoir un SMS sur nos téléphones. Mais c'est 2 technologies différentes. Rapidement, le cell broadcast, c'est un canal spécifique, donc ça arrive vite sur les téléphones. Et ça permet d'abonder en masse un grand nombre de personnes, à condition de définir la zone. Mais ça a un coût pour les opérateurs, puisque c'est les opérateurs qui vont le mettre en place. Alors il y a du retard, je pense que ça a été annoncé ce matin, peut-être pour plus 2023. Les opérateurs sont en train de déployer cette technologie, puisque ça a un coût et c'est l'État qui paye la mise en place pour un budget annoncé par le ministère de l'Intérieur, comme ça je prends des pincettes, de 50 millions d'euros qui a été alloué l'année dernière. La deuxième technologie, c'est le SMS géolocalisé qu'on peut utiliser aujourd'hui, entre guillemets, à condition d'avoir la technologie qui est adaptée à ça. Mais par contre, il y a un risque de congestion. C'est-à-dire que si on veut envoyer plein de messages SMS à beaucoup de personnes, ce qui a été utilisé d'ailleurs sur 2-3 situations pour informer de l'application Covid, notamment, je crois que c'était le 1er décembre 2020, pour me souvenir des bonnes dates, et ça prend du temps. Autrement dit, je prends 2 exemples différents. S'il y a une inondation où on a plusieurs heures pour alerter la population et qu'elle se mette en sécurité, on peut utiliser le SMS géolocalisé. S'il y a un tsunami qui arrive en zone méditerranéenne, ce que je ne souhaite pas, sur l'un des scénarios, c'est 10 minutes. Donc là, le SMS, ce n'est pas la peine. Donc il faudra utiliser le cell broadcast. Donc l'avantage de cette double technologie, c'est d'avoir 2 outils qui peuvent être différents selon l'événement, selon la cinétique. Après, il faudra bien l'utiliser, préparer la population, ce qui est l'enjeu pour moi qu'il faut déjà préparer maintenant. Anticiper et préparer la population. J'ai une question, alors je ne sais pas si elle est du même ordre, mais qui est posée par un industriel. En tant qu'industriel, quel est donc le format à privilégier pour que cette première communication soit efficace ? Alors je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'outil ou de la structure du message. Effectivement, le cell broadcast, c'est une solution intéressante, mais c'est la temporalité du déclenchement du cell broadcast qui est intéressant. C'est de savoir qui va le déclencher et comment. Parce que là, si le phénomène a lieu à T0 et qu'à T plus 2 heures, on déclenche le cell broadcast, on aura un petit souci. Donc pour répondre à la question, et puis il va falloir qu'on conclue après. Je vais vous laisser une minute à chacun. Pour répondre à un industriel, donc le premier message, c'est ça sa question, vraiment le tout premier. En tant qu'industriel, quel est le format à privilégier pour que cette première communication soit efficace ? Alors lui, il n'a pas les mêmes enjeux, on est d'accord, que les autorités de l'État.
hein. Donc il faut qu'il revienne à son objectif de communication. Pourquoi je communique tôt, dans l'heure, en fait, a priori. Ce que je conseillerais d'avoir, c'est évidemment au sein de son plan de crise ou de son POI, des messages d'attente qui sont prêts. Nous, on conseille d'utiliser par exemple un facette, hein, les faits, les actions, la compassion, l'engagement, la transparence, donc un message qui va reprendre tous ces concepts et qu'on peut préécrire assez facilement. Alors, on peut le diffuser via un communiqué de presse à un ensemble de mails qu'on a évidemment préétablis. Ce n'est pas le moment d'aller chercher le mail AFP ou le mail d'Ouest France à côté de... Voilà, vous appuyez sur un bouton, c'est envoyé. Et de façon concomitante, si cet industriel a un compte Twitter ou son patron a un compte Twitter, vous pouvez faire ces deux actions-là. Ça vous permet de gagner du temps, parce que ça, c'est fait. Voilà. Et après, il faudra élaborer. Il va falloir qu'on arrête parce qu'il y a un temps de synthèse collective. Je voudrais vous laisser, ce ne sera pas une minute, 30 secondes. S'il y avait vraiment de la part de chacun d'entre vous un message clé à passer aux gens qui nous écoutent. Alors je sais que c'est toujours un petit peu réducteur, mais on a brassé un certain nombre de choses. Il y a peut-être quelle est la piste qu'il faudrait fouiller selon vous, madame ? Moi, j'ai un message clé vraiment pour l'industriel. Oui, il est absolument essentiel. N'ayez pas peur. C'est pas parce que vous avez autre chose à faire et que vous savez pas exactement ce qui s'est passé et que vous savez pas exactement quand ça va être fini qu'il ne faut pas parler. En fait, il n'y a pas de doute à avoir. Il faut parler dans l'heure. Sinon, votre crédibilité sera engagée et après, il n'y aura plus de place pour parler. Ludovic. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Moi, je dirais qu'il faut prendre en compte ce que dit le citoyen et arrêter d'avoir de la défiance sur ce que peut dire le citoyen sur les réseaux sociaux. D'accord. Le citoyen ne dit pas que des mauvaises choses, donc il faut le prendre en compte. Et impliquons le citoyen. Je pense que impliquons le citoyen. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre des exercices, on peut faire jouer les citoyens. Et ça rejoint un peu ce que je pensais, c'est qu'il faut instaurer un climat de confiance avec les riverains afin et les éduquer en quelque sorte préalablement à froid, on va dire avant l'événement malheureusement improbable, de manière à pouvoir bien les préparer malgré tout. Monsieur Devenier. Ouais, j'enlèverai le terme éduqué, mais je suis d'accord sur ce qu'il vient de dire. Non, moi, ça me fait toujours penser, quand j'entends le citoyen, c'est un acteur de sa sécurité. C'est ce qui est demandé depuis la loi de modernisation de sécurité civile de 2003. On est en 2021, il va falloir se dire que je pense qu'on peut lui faire confiance. Après, on n'alertera jamais tout le monde, on aura forcément des bad buzz, des fake news. Ça fait partie du jeu aujourd'hui, malheureusement, donc il faut s'adapter. Oui, le faire avec, en fait, le prendre en compte. OK. Merci à vous, merci beaucoup madame pour ces éléments. J'espère qu'on a partagé quelques informations qui vous seront utiles. Pardon, j'avais encore d'autres questions, mais je le répète, nous sommes au début d'un processus. Je pense que la qualité des échanges va nourrir la réflexion qui va succéder après cette journée. Merci d'avoir été avec nous. Alors ne nous quittez pas parce qu'il va y avoir un temps effectivement de synthèse et de conclusion. Et c'est important de voir aussi comment les décideurs ont entendu tout ce que nous avons échangé pendant cette journée, comment ils vont l'interpréter et l'intégrer dans les dispositions qui seront prises ultérieurement. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous remercie encore de vos interventions et de la qualité de vos propos et à très bientôt sans doute.